Dunkerque et voilà, on a eu la chance avec Mélanie de pouvoir entamer cette nouvelle politique agricole et alimentaire en 2018. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. Et moi, je suis Mélanie Brunval, donc chef de projet de la politique agricole et alimentaire à la communauté urbaine de Dunkerque. Christine, tu veux que je présente la politique agricole et alimentaire maintenant ou un petit peu plus tard? Non, tu pourras la présenter un peu plus tard, peut-être juste si tu as des attentes particulières par rapport à cet atelier. Bah oui, l'idée, c'est, je pense, répond. Mes attentes correspondent bien à ce qui va être apporté dans l'atelier, c'est de voir comment on peut réfléchir à la précarité alimentaire et comment ça peut être mieux pris en compte dans notre politique agricole et alimentaire telle qu'on la porte aujourd'hui. Merci. Stéphanie, peut-être? Oui, mais en tout cas, c'est des choses. Enfin, suite à la conférence de samedi, moi, mes attentes, c'est de prolonger un peu la discussion autour de ça, parce que finalement, samedi, on a pu déjà en débattre à quelques-uns, mais là, ça permet d'élargir un peu la discussion. Donc, c'est intéressant d'avoir les retours aussi des personnes qui nous rejoignent dans cet atelier. Merci. Julien, peut-être? Julien? Je suis là. Ouais. Désolé pour le temps d'intervention. Donc, je suis Julien Merzinski, j'ai en charge l'éducation populaire et la transition écologique et sociale à Grande-Synthe. Sur les attentes, moi j'ai un questionnement qu'on voudrait approfondir, notamment à Grande-Synthe, sur bien sûr la prise en charge des situations de précarité alimentaire dans le cadre d'un système alimentaire durable, mais aussi comment assurer la participation des précaires à la définition, à l'organisation du système alimentaire, donc en termes de démocratie alimentaire, assurer une diversité sociale et de participation des gens qui sont en situation de galère sociale. Voilà. D'accord, merci. Donc, je vais je vais prendre la liste des personnes qui sont qui participent actuellement pour que chacun puisse se présenter très rapidement avant de passer la parole à Dominique Paturel. Alors, Anne-Marie, je commence par ordre. Bonjour à tous. Donc moi, je suis chargée de mission transition au CPE Flandre-Maritime et j'accompagne les habitants au sein des jardins partagés. Donc, mes attentes, c'était un peu celle de Julien par rapport à la diversité sociale, comment on pouvait améliorer leurs demandes. Voilà. Merci. Charlotte Schooner. Je pense que c'est Jean-Bernard. Vous m'entendez hein? Ah, c'est ça, je me disais. Oui, d'accord. Jean-Bernard, alors. Ouais, bonjour, vous m'entendez hein? Oui. Ouais, désolé, j'ai pris le compte de ma fille. Ouais, voilà, donc Jean-Bernard Schooner, je suis chef de culture au jardin de Cocagne. Et donc, nous, là, on s'est rencontrés vendredi dernier sur la visite des jardins. Et pour nous, les idées de démocratie alimentaire et de travail sur l'accessibilité alimentaire, c'est un point crucial et c'est dans l'ADN des jardins de Cocagne et du réseau Cocagne d'une manière générale. Donc voilà, je suis toujours très intéressé par tous les travaux qui ont lieu autour de ça. Merci Jean-Bernard. Coralie Loira. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc moi je suis en transition professionnelle et je réalise actuellement une formation à Lyon. Et dans le cadre de cette formation, en fait, je réalise un mémoire de recherche sur les questions d'inclusivité alimentaire des territoires. Et je m'intéresse à la question donc des outils territoriaux qui permettent d'améliorer en fait cette question d'inclusivité alimentaire en parlant bien sûr d'alimentation durable. Et du coup, mes attentes, c'était surtout de pouvoir discuter un peu du projet
de sécurité sociale alimentaire plus en détail et concrètement comment il peut être mis en œuvre et est-ce qu'il y a aujourd'hui des territoires qui font de l'expérimentation de ce dispositif. On va passer la parole à Paul-Marie. Donc, j'ai assisté au premier atelier samedi avec vous. Et donc, je me suis inscrite pour ce deuxième atelier parce que ces questions m'intéressent fortement. Donc, voilà, en tant que retraitée. Très bien. Faire des actions peut-être par la suite en tant que bénévole. Très bien, merci. Julien a déjà pris la parole. Laure de Greenpeace. la fin de cette année-ci et puis aux années qui viennent, on est très intéressé par les questions de précarité alimentaire et de faire le lien finalement entre justice sociale et justice environnementale. Comment le concrétiser en tout cas au travers de la question alimentaire, puisque moi je suis chargée de campagne agriculture alimentation chez Greenpeace. Ouais, donc je suis en charge du développement de la stratégie, puis de la coordination de projets, et du plaidoyer, etc. Greenpeace au niveau national, tout à fait. Voilà, donc donc en termes d'attente, c'est simplement continuer de creuser ces questions-là. Je connais très très bien Julien Ada du réseau Jardin de Cocagne. J'avais visité certains jardins il y a peu, mais je connais encore finalement assez mal ces sujets-là, si ce n'est par le biais de la Confédération paysanne, enfin tous les réseaux nationaux avec lesquels je travaille très très régulièrement, avec qui j'ai pas mal discuté de la SSA, mais sinon je connais pas tant que ça, donc je suis là voilà pour vous écouter. Très bien. Juste pour repréciser, donc samedi, c'était une conférence qui était avec Dominique Paturel, Stéphanie Ambellier et Grégory Van Caneghem. Et aujourd'hui, justement, on a voulu prolonger par un atelier. Voilà. Donc, Niels. Oui, bonjour. Moi, je m'intéresse en fait à la permaculture. Beaucoup à la nature aussi, et je venais pour vous écouter, pour voir ce qui pouvait émerger. Très bien, merci. Merci. Pauline Blondel. Oui, bonjour. Moi, je suis responsable agriculture et alimentation durable à la ville de Grande-Sainte et de bien sûr, mes attentes, elles rejoignent celles de Julien et celles qui ont déjà pu être exprimées. Merci. Paulo Serge. Bonjour, donc Paulo Serge Lopez, je suis chargé de mission stratégie alimentaire à la métropole européenne de Lille. Et en fin de compte, dans le cadre de nos réflexions sur le projet alimentaire territorial sur le territoire métropolitain, la question de la précarité alimentaire est un des points principaux qu'on veut développer, approfondir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Voilà. Alors, Réjeanne. Bonjour, moi je suis Réjeanne Roger, directrice de la Maison de l'Environnement. J'ai pas eu la chance d'être présente aux visites de terrain la semaine dernière et à la conférence. C'est plutôt Alizée, ma collègue, qui est là aussi ce soir, qui y était. Et donc je suis là pour du coup redécouvrir les travaux de Dominique Paturel et voir un peu concrètement comment nous on peut s'emparer de toutes ces réflexions et échanger là-dessus, notamment au sein du groupe Alimentation Durable par exemple. Merci. Alizée. Oui, donc bonjour à tous. Alizée Sergent, chargée de mission à la Maison de l'Environnement. Je rejoins un peu du coup ce qu'a dit Réjeanne, et avec cette idée de comprendre comment concrètement la notion de la démocratie alimentaire peut être réfléchie et intégrée effectivement dans les projets qui peuvent être aussi spécifiques à notre territoire, avec un public qui peut être aussi spécifique selon les communes, les quartiers, et comment ils peuvent être concrétisés de manière intégrante et participative. Merci. Valérie Scut. Excusez-moi, un petit problème de connexion. Donc Valérie Scut, directrice de la cohésion sociale à la communauté urbaine de Dunkerque. Et du coup, en charge de la mise en œuvre de la restauration scolaire à l'échelle de l'intercommunalité, mais surtout aussi, avant cela,
intéressés et en lien sur l'accompagnement de partenaires territoriaux sur justement cette question d'aide alimentaire ou de précarité alimentaire. Ou voilà. Et donc l'idée, c'est comment on peut faire rejoindre ces deux champs qui auront forcément des liens à un moment. Très bien, merci beaucoup. Bon, donc on a fait un petit tour de table. Peut-être d'autres personnes nous rejoindront en cours. Je vais donc tout de suite passer la parole à Dominique Paturel pour qu'elle puisse donc introduire notre échange. Ok. Bon, écoutez, bonsoir à tous. Ravie de voir une si grande diversité dans cet atelier, et ça, c'est quand même assez important. Alors, je vais d'abord vous donner en gros ce que c'est que la définition de démocratie alimentaire, puis après, je reprendrai à partir de là un peu la situation franco-française et peut-être les quelques impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Alors, la définition de la démocratie alimentaire, c'est tout simple. C'est une définition qui s'est mise en place à la fin des années 90. Fin des années 90, pour vous situer un petit peu, on a le sommet mondial de l'alimentation qui donc autour de voir un peu comment les objectifs de sécurité alimentaire mondiale sont atteints, pas atteints, et qu'est-ce qui se passe. Et on a sur cette période donc une organisation de la part des paysans et des petits paysans en particulier, qu'on va retrouver ensuite dans l'organisation Via Campesina, organisation dans laquelle est la Confédération paysanne, par exemple. Et donc, cette organisation, surtout faite de petits paysans, en gros, ils mettent au jour le fait que cette sécurité alimentaire telle qu'elle est pensée à l'échelle mondiale, eh bien, elle est appuyée sur un système productiviste et que eux, pour la plupart petits paysans dans des pays en difficulté économique, n'ont même pas de quoi se nourrir. Et que donc, il y a un véritable paradoxe. Et donc, c'est de là que va se construire un peu une espèce de contre-sommet dans lequel va émerger le concept de souveraineté alimentaire. Voilà. Et cette question de la souveraineté alimentaire, il faut bien se mettre dans la tête qu'elle est d'abord et avant tout un concept issu d'un milieu professionnel, si je peux me permettre de parler comme ça, qui sont les paysans. Donc, il y a la revendication des petits paysans, ça c'est une chose, mais il y a surtout aussi une vision qu'on pourrait qualifier de corporatiste, de professionnels qui cherchent aussi à faire entendre leurs revendications dans cet espace de système alimentaire mondialisé. Donc ça, c'est 1996. 1998, on a ce concept de démocratie alimentaire qui apparaît, et il apparaît dans les pays du Nord, justement parce que dans les pays du Nord, le constat, c'est pas tellement qu'on a un problème de disponibilité alimentaire. Les problèmes qu'on a, c'est plutôt le fait d'en avoir beaucoup, trop, d'avoir énormément de déchets et d'avoir ce phénomène autour de problèmes de santé qui sont liés à la nature même des produits alimentaires et en particulier l'alimentation ultra transformée. Voilà. Et donc, le concept, il est tout simple, il est de faire ce constat-là et de se dire, ce système alimentaire, il est tellement mondialisé que même à l'échelle d'un État, on n'arrive plus à légiférer pour le cadrer, l'encadrer et faire en sorte que ce ne soit pas le marché qui régule en permanence ce système. Voilà. Et donc, la définition, c'est reprendre la main sur les systèmes alimentaires. Et qui peut faire ça? Eh bien, les citoyens. Voilà. Donc, la définition de base, c'est celle-là. Et à partir de ce mouvement-là, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette définition, elle repose quand même sur quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire qu'elle ne considère pas l'alimentation du point de vue du bout de la chaîne comme produit alimentaire. Et donc, elle ne s'adresse pas non plus seulement aux consommateurs, c'est-à-dire aux gens qui vont dans les magasins acheter des produits alimentaires, mais elle le pose comme l'alimentation comme système, à savoir évidemment les biens alimentaires, mais surtout les biens alimentaires en regardant l'ensemble des conditions de sa production. Donc, bien sûr, les conditions de production agricole, mais pas que, hein, puisque c'est aussi les questions de transformation et c'est les questions de distribution. Voilà. Donc, et c'est dans cette définition de démocratie alimentaire, c'est ça qu'on embarque. C'est-à-dire qu'on embarque tout ce système. On n'est pas juste à se poser la question de la qualité des produits alimentaires. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a une tendance très forte aujourd'hui qui d'ailleurs démarre à cette période-là, 98,
qui va être cette forme de nutritionnalisation de l'alimentation, où on va commencer à nous parler que des produits alimentaires, ceux qui seraient bons, ceux qui ne seraient pas bons, les bons nutriments, les pas bons nutriments, etc. Et qui relaye un discours extrêmement important au niveau de la santé. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas avancer sur cette question de démocratie alimentaire en ne l'abordant que par ce point de vue-là. Et vous allez voir que c'est quand même un obstacle aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Donc, cette définition de démocratie alimentaire, elle a été reprise par tout un tas de mouvements sociaux et de courants citoyens. Donc, c'est de là qu'on va voir apparaître pour nous en France les AMAP, l'intensification des circuits courts, c'est-à-dire de plus en plus de circuits courts, c'est-à-dire cette forme de vente qui était utilisée par une partie des agriculteurs et qui était plutôt d'ailleurs vue par la majorité des agriculteurs comme étant quelque chose qui était pour ceux qui ne savaient pas bien se débrouiller, qui ne connaissaient pas bien leur circuit de commercialisation. Et donc, on va voir à partir de 2008 une intensification des marchés de plein vent, de la création de boutiques paysannes, enfin tout un tas de choses de cet ordre-là. Et puis, surtout, un discours qui monte en puissance autour de ces circuits courts et qui sont souvent proposés comme étant l'alternative à ce système alimentaire mondialisé, en mettant, alors, la vertu extrêmement forte des circuits courts, c'est qu'effectivement, ça met en contact les gens qui achètent des produits alimentaires avec une partie de ce système de production qui sont les producteurs. Voilà, donc ça a une vertu pédagogique extrêmement forte et extrêmement importante qui a fait monter avec beaucoup d'intensité cette question d'alimentation. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est pour avancer un peu sur ces questions-là, c'est que nous, on est sur un modèle alimentaire issu de la Seconde Guerre mondiale, où même si dans la mémoire de la plupart d'entre vous, il n'y a pas la question de la faim n'est pas présente, puisqu'en gros, elle disparaît en France au début des années 50, hein, à peu près. Et l'objectif, c'était quand même bien que l'ensemble des Français mangent autant qu'ils voulaient et tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Et donc, on est bien encore dans cette culture-là. C'est cette culture-là qui a fabriqué la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et on ne vient pas de nulle part. J'insiste aussi là-dessus, parce que vous voyez bien que aborder les questions sur les nouvelles normes nutritionnelles ou bien le fait qu'il faudrait changer les pratiques alimentaires ou des choses comme ça, vous voyez bien que ça touche à quelque chose qui a quand même 50 ans d'âge. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on bouge comme ça du jour au lendemain. Et ça, d'autant plus que l'alimentation a pris de moins en moins de place dans les budgets familiaux et qu'aujourd'hui, ce budget alimentation est vraiment devenu la variable d'ajustement dans la gestion des budgets. C'est-à-dire quand les gens n'ont pas de sous, c'est là-dessus qu'ils vont se serrer un petit peu plus. Et dans les situations des gens qui sont à petit budget, c'est vraiment un des pôles qui peut carrément disparaître. Voilà, donc tout ça pour dire que cette situation de la part des habitants du territoire national, ça ne s'est pas fait non plus tout seul. C'est parce qu'en face, on a eu des politiques sociales qui ont accompagné ce mouvement. Et donc, à partir des années 80, où on est donc sur les prémices de cette énorme crise et de ce bouleversement qui est en train de se mettre en place, on a donc l'invention, si je peux dire ça, ou en tout cas, je dirais plutôt l'institutionnalisation de la filière de l'aide alimentaire qui se met en place en France à partir de la création des Restos du Cœur et des fédérations des banques alimentaires qui sont lancées au milieu des années 80 et qui vont servir de modèle à la filière de l'aide alimentaire telle qu'elle va se mettre en place au niveau européen. La fonction de cette filière de l'aide, c'est pour ça que je parle de filière, la fonction de cette filière d'aide alimentaire, c'est de s'appuyer sur le système productiviste tel qu'il existe et de pouvoir être une filière qui va recevoir les surplus, qui va recevoir un certain type de produits, qui reçoit les produits déclassés et surtout qui va gérer le bout de la chaîne. Voilà. Donc, c'est pas, je veux dire, si on regarde la filière de l'aide alimentaire d'un point de vue social ou d'un point de vue charitable ou d'un point de vue moral, on peut penser
que c'est un soutien en direction des familles à petit budget. Donc c'est vrai en même temps, hein, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que c'est pas vrai, parce qu'il y a tout un tas de structurations qui se sont faites autour de cette aide alimentaire et qui soutiennent très clairement l'accès à l'alimentation de beaucoup de familles. On peut le regarder comme ça, mais on peut aussi le regarder dans sa place dans ce système alimentaire et voir qu'effectivement, bien appuyé sur ce système productiviste et que sa fonction, c'est quand même dans une certaine mesure de capter un segment de marché, même si ce segment de marché fonctionne sur de la subvention publique d'un côté et du travail gratuit par le travail bénévole de l'autre, hein, avec énormément d'investissement, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur une équation, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Pour tous les gens qui investissent l'aide alimentaire, vous êtes bien placés pour savoir que c'est un investissement extrêmement important. Mais cette aide alimentaire, aujourd'hui, en tout cas, ça fait partie des éléments qui sont des empêcheurs de démocratie. Tout simplement parce que en moins de 10 ans, c'est-à-dire à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, on est passé de 2 millions de personnes, ce qui faisait déjà beaucoup, à aujourd'hui, notamment à la suite du confinement, à 6 ou 7 millions de personnes. Plus de 10% de la population. Apparemment, ça choque personne sur le plan démocratique d'assigner 10% de nos concitoyens à accéder à l'alimentation uniquement de cette façon-là. Alors, la question de la précarité alimentaire est une réalité, il ne s'agit pas de la nier, hein. C'est pas ça le problème. En plus, moi, je fais partie des chercheuses qui ont vraiment travaillé à faire reconnaître ce problème de précarité, notamment d'un point de vue plus social que nutritionnel, hein, puisque moi, c'est pas par ce biais-là que je l'ai attrapé. Et en particulier, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, on a vraiment essayé d'amener un peu l'ensemble des résultats de recherche qu'on pouvait avoir là-dessus. Donc, il ne s'agit pas de le nier, d'une part, pour chez nous, mais dans les pays du Nord en général, on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème autour d'une malnutrition. Mais en même temps, n'oublions pas que l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, c'est un marqueur social extrêmement important. C'est aussi un élément qui nous dit beaucoup de choses en ce qui concerne les rapports de classe. Et c'est vrai que c'est difficile de faire entendre et de faire comprendre que peut-être la façon d'imaginer la réponse aux familles qui ont peu d'argent par le fait de distribuer des produits alimentaires est d'une violence inouïe pour ces familles, dans la mesure où finalement elles n'ont pas trop de choix et qu'en plus la majorité des études qu'on a faites nous montrent bien que pour les familles qui sont rentrées dans ce type d'accès à l'alimentation par l'aide alimentaire, eh ben, c'est vachement compliqué d'en sortir. Voilà, c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Alors surtout en plus avec cette poussée de nutritionnalisation, de moralisation de l'alimentation qui se fait depuis quelque temps, où en plus on explique aux gens à qui on distribue cette aide alimentaire qu'ils ne savent pas manger, qu'il faut qu'ils apprennent à faire la cuisine et qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour faire leurs courses ou des choses comme ça. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui est quand même vraiment problématique, hein, et c'est une façon de poser les questions en termes de démocratie qui sont rarement abordées comme ça. Finalement, disons qu'on a plutôt tendance à regarder ça d'un point de vue peut-être de moderniser cette aide alimentaire, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de produits frais, plus de légumes. Donc, il y a du travail énorme qui est fait de cet ordre-là, par exemple, ce que peut proposer les jardins de Cocagne. Mais franchement, sur le fond, c'est quand même un peu bizarre d'être dans un pays qui s'appelle la France, un pays des droits de l'homme, avec un système démocratique qui passe par le fait de reconnaître que les individus ont des droits et de voir que la réponse qu'on donne, c'est finalement ce trop-plein du système productiviste ou bien de le moderniser par le fait d'amener des paniers solidaires. Donc, une des premières choses qui me paraît extrêmement importante, c'est de faire ce pas de côté qui consiste à regarder la situation en séparant ce qui est effectivement de l'ordre de l'urgence alimentaire, de l'assistance alimentaire,
et ce qui est de l'ordre de l'accès à l'alimentation durable. Si on regarde les choses comme ça, on ne voit plus du tout les choses de la même façon. Disons qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui sont dans des situations extrêmement dures, les gens qui sont dans la rue, les gens qui habitent dans des hôtels, les gens qui habitent dans des logements insalubres, les gens qui habitent dans des logements où ils ne peuvent pas faire la cuisine. Donc on voit bien que vis-à-vis de cette population-là, quel type de réponse on peut faire pour l'instant, si ce n'est celle de faire une distribution alimentaire, et distribution dans laquelle, évidemment, les questions de dignité sont extrêmement importantes. Là-dessus, il n'y a pas à discuter ça. Par contre, le nombre de personnes qui sont concernées par cette question-là, c'est 500, 600, peut-être 700 000 personnes, peut-être 1 million de personnes. Je pense que ce n'est pas 1 million. Hein. En tout cas, ce n'est pas 7 millions. C'est pas 7 millions. Et franchement, il faut se poser cette question de qu'est-ce que c'est cette population qui se permet d'assigner une autre partie de la population à accéder comme ça. D'où notre proposition qui passe d'une part par le fait de parler de ce droit à l'alimentation durable. Alors, pourquoi on le qualifie de durable? Parce qu'on l'inscrit dans cette vision systémique de l'alimentation, à savoir les 4 activités qui sont nécessaires pour manger. Et pour manger, que je sache, ça nous est commun à tous, quel que soit notre statut et notre activité. Et donc le mot durable, il vient nous dire ça, et il vient dire aussi qu'effectivement, on se préoccupe des conditions de ce droit à l'alimentation. Et quand je parle des conditions de production, c'est pas juste la question agronomique de produire mieux. C'est aussi la question des conditions de travail des salariés qui sont présents dans tous ces systèmes. C'est aussi ce qui se passe pour les artisans. Et c'est aussi ce qui se passe pour les épiciers de quartier. Enfin, voilà, c'est-à-dire c'est de se préoccuper de l'ensemble des acteurs, pas juste les producteurs ou bien. Alors je sais qu'on est beaucoup dans cette symbolique et ce mythe qui consiste à penser que si on se rapproche des paysans, on va résoudre la question. Mais cette partie-là, elle est epsilon dans toute la question du système alimentaire. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on sait bien, et que les paysans les premiers, que la production locale ne nous permettra pas de manger tous. Donc, on va bien être obligé de se poser la question de ce système alimentaire, y compris industriel. Évidemment, en reposant dans la question de ce système alimentaire, comment on peut le relocaliser, c'est-à-dire donc comment on va travailler à cette relocalisation, ça c'est une chose. Et la deuxième chose qui va être extrêmement importante, ça va être effectivement de travailler sur qui décide quoi, comment et où. Voilà, je pose l'ensemble de la question là-dedans. Tout ça pour dire qu'entrer sur la question de l'alimentation durable par la précarité alimentaire, ça pose vraiment problème. Vraiment un gros problème démocratique et que pour arriver à sortir de ça, il faut à mon sens séparer l'aide de l'accès. Je suppose que si tu apparais, c'est qu'il faut que je me taise. C'était pour proposer, je pense que de toute façon, on te ressollicitera, notamment peut-être que certains auront des questions sur le projet de sécurité sociale alimentaire par la suite, mais même simplement sur déjà ce que tu as dit, j'aimerais voir s'il y a des gens qui souhaitent réagir déjà sur ces questions donc, que viennent d'aborder Dominique Paturel sur la démocratie alimentaire et la façon dont on interroge le système actuel d'aide alimentaire et à quoi ça correspond sur le terrain. Y a-t-il des prises de parole ? Le seul petit point que je n'ai pas eu le temps de développer et qui, à mon avis, va être important à développer, en particulier parce qu'il a été soulevé par la personne de Greenpeace, c'est le rapport entre justice et démocratie. Voilà, et qui est un débat assez fondamental dans les enjeux d'accès à l'alimentation, puisqu'on a tendance à parler de justice sociale en oubliant le contexte démocratique dans lequel on est. Or, moi, je rappelle, on est dans un pays qui fonctionne par la loi.
Et la justice est d'abord en rapport avec cette loi. Donc parler de justice, tant qu'on n'a pas aussi travaillé sur cette question-là, c'est bon, ben, ça demande 3 fois plus de temps. Merci. Des questions, des interventions sur ce qui vient d'être dit? Alors, Valérie, Valérie? Oui, non, moi je suis juste ravie effectivement d'avoir. Je rejoins un peu voilà, Dominique Paturel sur un sujet, c'est que effectivement, on est aujourd'hui dans une culture où on nous dit qu'il faut manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour, voilà, et que on a tendance effectivement à renvoyer aux familles qui ne sont pas en capacité de faire ça finalement qu'elles sont en échec, hein, enfin voilà. Et je trouve que voilà, je partage effectivement cette vision des choses qui est, il faut arrêter aussi de culpabiliser les gens qui ne sont pas aujourd'hui forcément en capacité de répondre aux exigences. Enfin, parce que voilà, on a tendance aujourd'hui à penser que c'est une exigence aujourd'hui. Il faut bien manger, il faut écouter ce qu'on nous dit, il faut écouter. Voilà, alors effectivement, c'est sans doute nécessaire, hein, mais il y a toute une partie de la population qui n'est absolument pas en capacité économiquement de réaliser, enfin, en tout cas de mettre en œuvre les principes et les conseils. Et toute une tranche effectivement de la population qui, avant de savoir comment elle va travailler sur le volet nutritif de ce qu'elle a, c'est déjà comment elle va réussir à se procurer de l'alimentation tout simplement, quoi. Et voilà, donc c'était juste voilà, une petite réaction sur ce volet. Merci Valérie. Laure de Greenpeace. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'organisation et merci Dominique, c'était très très clair cette introduction. Moi, la question que je me pose immédiatement, c'est par où commencer? Si on veut transformer ça, où est-ce qu'on démarre en fait? En tout cas, nous, c'est la question qu'on se pose stratégiquement. J'imagine que d'une part, il y a dénoncé cette aberration-là. Il y a sans doute des structures, moi je ne connais pas assez bien, mais j'imagine qu'il y a des structures qui s'attellent déjà à dénoncer cette aberration et à dénoncer aussi toute la question tu l'as à peine abordé, mais cette question de la défiscalisation pour toutes les entreprises de la grande distribution qui font ces dons et qui sont des sommes colossales, totalement aberrantes. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour capter cette défiscalisation-là? Déjà peut-être la chiffrer, la dénoncer et puis après la réinvestir pour qu'il y ait plutôt des projets comme du style jardin de Cocagne, mais pas que. Il me semble que le Secours catholique avait un peu chiffré ça pour qu'on puisse transformer cette consommation pour tirer la production vers un autre modèle. Je serais preneuse des premières pistes. Merci. Julien voulait aussi s'exprimer. Je pense qu'ensuite, on pourra aussi, chacun pourra s'exprimer sur les actions qui sont déjà en cours et travailler sur les pistes. Julien? Ouais, alors moi, je voulais souscrire aussi à tout ce qui a été dit, et notamment sur l'idée les jugements moraux sur l'alimentation des gens, ça ne fonctionne pas, surtout si on veut travailler, être dans une démarche d'égalité avec les gens et de partage. Moi, j'ai une question sur la façon dont on contrôle en fait les conditions de production, transformation, de distribution, sur quels critères ça les familles actives met en place comme dispositif avec eux, sur quels critères ça s'établit et comment parce qu'il y a un travail d'empowerment, pour utiliser un gros mot, qui est nécessaire aussi, en termes de réappropriation, qui est très important, et par où commencer, quoi. Voilà. Dominique, peut-être tu veux répondre et réagir à ce qui vient de se dire? Oui, ok. Alors, moi, je pense qu'il faut attraper les choses par deux bouts qui ne sont pas tout à fait là avec la même force. Il y a la question du droit à l'alimentation qu'il faut absolument travailler. Alors, quand moi, je parle de droit à l'alimentation, je vous rappelle qu'on rajoute durable. Et si on le fait, c'est parce que dans notre façon de poser la question de ce droit,
on pose la question du statut des biens alimentaires. Voilà, on ne se contente pas, c'est un peu dur ce que je dis, mais on ne se contente pas simplement de la vision du droit à l'alimentation du côté des droits de l'homme qui met en avant la question de la dignité, bien évidemment, qui est fondamentale, c'est bien clair, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas ça qui fait manger les gens. Donc, il faut bien reprendre la main aussi sur la question du statut, c'est-à-dire que si les biens alimentaires restent dans les accords commerciaux à l'échelle internationale sans qu'on puisse revenir là-dessus, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. Bon, je citais l'exemple tout bête d'un travail qu'on a fait avec les Restos du Cœur et où on a dû faire un travail vraiment d'analyse juridique de notre proposition pour être sûr de ne pas tomber finalement contre le droit européen, à savoir la libre circulation des marchandises. Donc, vous voyez bien qu'on a un vrai problème. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas attendre que la révolution se fasse. Il faut bien mettre en place des choses avant. Mais ça, c'est la bataille politique qu'il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas la lâcher à l'échelle française, mais il ne faut pas la lâcher non plus à l'échelle européenne. Voilà, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour répondre à ce que disait Julien, franchement, est-ce que vous croyez que les mères de famille qui ont des petites ressources se lèvent le matin en se disant « Chouette, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour empoisonner ma famille ?» Non, mais franchement, on est face à des familles qui ont comme n'importe lesquelles d'entre nous des habitudes alimentaires et des façons de penser ce qui est le mieux pour leurs enfants, pour leurs enfants ou les autres à la maison. Donc, je pense qu'il faut bien garder ça en tête. Il faut arrêter d'être dans une vision de surplomb qui serait que certains savent mieux que d'autres là-dessus. Je veux dire, ce qu'on partage, c'est quand même le fait de manger. Alors, je suis d'accord, certains ont plus de difficultés à accéder à des produits qui ne soient pas ultra transformés. Notre ennemi, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça, c'est l'alimentation ultra transformée. Et pour être encore plus précise, c'est le sucre. Voilà, c'est le sucre. Et si on regarde, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de regarder un petit peu l'histoire du sucre dans un pays comme la France, vous voyez bien que c'est aussi ça qui a complètement transformé le système industriel dans lequel on est. Donc, réduisons les choses, travaillons sur des petits bouts de choses comme ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut partir de là où on est chacun d'entre nous dans nos pratiques alimentaires, que ce soit les familles à petit budget ou que ce soit nous. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne sont pas des familles à petit budget et qui sont gros, d'accord, et qui ont des tas de problèmes de santé. Donc, partons de là où on est les uns et les autres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les initiatives qui travailleront dans ce sens-là sont super importantes, à condition qu'à chaque fois, il y ait un travail réflexif de la part de ceux qui engagent cette action sur un peu le type de rapport de domination qui est à l'œuvre. Moi, je fais partie des gens qui ont été extrêmement choqués par ce qui a été véhiculé dans la presse au moment de ce qu'on a appelé les émeutes du Nutella. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ne se passait pas n'importe où. Rive de Gier, une ville complètement sinistrée. On a tout un tas de gens qui se sont rués sur une promotion concernant le Nutella. Enfin, je veux dire, des façons de parler de l'alimentation de cette façon-là, ça vient nous rappeler que cette alimentation est bien au cœur d'un rapport de classe. Donc, la façon dont on peut travailler ça, c'est de ne pas perdre ça de vue dans la façon dont on discute et dont on aborde les choses. Si les gens qui sont en face de nous partent du Nutella, eh bien, mon Dieu, on part du Nutella. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui compte, c'est le chemin qu'on va faire ensemble. C'est ça qui est important. Une de mes collègues nutritionnistes, elle n'est pas contre le Nutella. Pourquoi elle est contre, c'est de ne manger que ça. C'est de boire que des boissons sucrées, jamais d'eau. Voilà, c'est des éléments de cet ordre-là qu'il faut qu'on arrive à partager. Et ça va prendre du temps, bien sûr, mais ça prendra beaucoup plus de temps si on n'a pas quelque chose qui se bouge au niveau de l'offre. Vous voyez bien que le nœud du problème, il est quand même du côté de l'offre. Et donc, c'est plutôt aussi cette question-là qui est fondamentale. C'est quel levier on a par rapport à un système alimentaire mondialisé qui nous dépasse, si ce n'est celui de la relocalisation, on est bien d'accord, celui de travailler sur cette approche systémique, celui de poser la question du droit, celui de travailler à partir des initiatives comme vous faites chacun d'entre vous, et ce travail réflexif qu'on fait ensemble. Parce que la force de ce travail réflexif, et c'est la limite aujourd'hui,
qu'on a vis-à-vis de l'ensemble des initiatives qu'on peut voir sur l'ensemble du territoire. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça n'empêche que ces initiatives, elles ne font pas système. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et la deuxième chose, c'est que parce qu'elles ne font pas système, elles ne font pas politique non plus. D'accord. Voilà. Il y avait juste une remarque qui est arrivée un petit peu avant l'explication. La dernière explication, c'était donc suite à la question de Laure, quels sont les chantiers à mener pour transformer ce modèle? Oui, au niveau national, beaucoup de projets locaux fabuleux, quid du changement d'échelle? Et ensuite, voulez-vous dire qu'il faudrait faire de l'agriculture une exception agriculturelle au niveau de l'Union européenne ou du monde? Je n'ai pas compris quelle était cette proposition de travailler avec les restos du... Oui, ok. Eh bien, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais moi, je voudrais bien qu'on ne reste pas bloqué simplement sur la production agricole. Je sais que c'est important, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le seul problème qu'on a. Et pendant le confinement, le problème majeur qu'on a eu, ça a été celui de la logistique. Ça n'a pas été la question de la production agricole. Alors, c'est vrai, ça se passait à une période de l'année où la production n'était pas non plus à son top. Le confinement aurait eu lieu plus tard, ça aurait été plus compliqué, on est bien d'accord. Mais le problème n'était pas là. Le problème, il a été dans la logistique. Donc, ne voyons pas les choses simplement que du point de vue de l'agriculture. Je sais que nous, Français, on est particulièrement sensibles à cette mythologie autour du paysan, mais il n'y a pas que ça. Je vous assure que pour avancer sur la question, par exemple aujourd'hui, la discussion avec des PME ou des PMI qui sont des entreprises de transformation, c'est super important. C'est super important. Or, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas présents dans les projets alimentaires de territoire et ils sont très peu présents dans la boucle de ces initiatives locales dont je vous parlais. Voilà. Bon, ça, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est vrai que j'ai tendance à me répéter, mais il y a plein d'outils de politique publique qui existent déjà au niveau de l'alimentation. Alors, c'est vrai qu'on a un peu... c'est compliqué parce que... d'un point de vue institutionnel, on a différentes couches, mais par exemple, l'échelle communale, c'est-à-dire l'échelle des communes pour l'instant, est encore une échelle où il y a pas mal de prérogatives qui sont données pour pouvoir travailler ces questions. Donc, travaillons aussi sur la question des cantines, sur la question de la pro des cantines, certes, mais travaillons aussi sur les mines, les marchés d'intérêt nationaux. C'est un outil de politique publique qui a été créé dans les années 60 pour faire en sorte que l'ensemble des territoires puisse être approvisionné par de la production qui vient d'un peu partout. Alors c'est vrai, il va bien falloir aussi pousser avec des propositions un peu musclées pour faire en sorte que la production agricole que l'on a ne soit pas forcément exportée totalement. Donc vous voyez, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Bon, donc toutes ces questions-là, c'est celles-là qu'on a rassemblées dans ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, où on s'appuie sur le modèle du régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur quelque chose qu'on connaît déjà. C'est pas une proposition qui est à construire et qui a jamais été utilisée. Non, on a de l'expérience, on a du recul, on a un certain nombre de possibilités de pouvoir faire des propositions concrètes. Donc, à chaque fois, une collectivité a envie de travailler ces questions-là, et peut se les poser avec cet objectif d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation, je pense que ça fait avancer les choses parce qu'il ne s'agit pas juste de traiter la question agricole, de traiter la question logistique ou de traiter la question des cantines. C'est bien de regarder l'ensemble de ces questions-là en même temps. Voilà. Et je pense que c'est ce raisonnement-là qui change, c'est-à-dire celui de sortir de la vision habituelle, franco-française, hyper centralisée, très technicienne, qui est celle de segmenter les questions. Cette question de l'alimentation durable, pour aller vers plus de démocratie, elle est nécessitée par cette question de systémie, et derrière, c'est des méthodes, évidemment, de travail et de réflexion qui sont un petit peu différentes. Et c'est là-dedans qu'il y a le changement, et à partir de là, la question des échelles, eh ben, elles vont dépendre très clairement des volontés à la fois politiques locales, mais aussi des engagements que peuvent avoir un certain nombre d'initiatives à faire système ensemble. Et pour l'instant, on ne le voit pas trop, ça, quand même. Et les projets alimentaires de territoire, pour l'instant, ne produisent pas ça non plus. Parce qu'on reste encore sur des approches
qui sont en gros celui qui porte ce projet alimentaire de territoire, qui cadre et qui donne la tonalité. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans ces approches systémiques. Il n'y a pas forcément le souci de rassembler tout le monde. Et rassembler tout le monde, c'est pas non plus l'objectif. C'est rassembler tout le monde pour prendre sa place dans les activités nécessaires au système alimentaire. Alors, travailler avec les épiciers de quartier, c'est super important, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui travaillent là-dessus. Merci Dominique. Je pense qu'on a une vision un peu plus claire de ce que représente donc la démocratie alimentaire et du fait qu'elle concerne vraiment tout le monde et non pas seulement un segment de population. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse avoir non seulement accès à une bonne alimentation, mais la choisir. Et donc, on a commencé à parler d'initiatives concrètes. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse échanger déjà sur, puisque le système de sécurité sociale que, par exemple, vous proposeriez, tu le disais, nécessite quand même une approbation, que ce soit voté, que ce soit un système à l'échelle nationale. Comment, au niveau local, on peut déjà aller sur cette voie et quelles sont les expériences de terrain qui existent déjà? Il en existe déjà beaucoup. Donc, il y a déjà sur le Dunkerquois, effectivement, par exemple, la politique alimentaire qui commence à être mise en œuvre. J'aimerais bien que chacun puisse s'exprimer sur ses expériences. Avant, je vais peut-être passer la parole à Stéphanie. Donc, oui, pardon. Alors du coup, en fait, moi, il y a un petit commentaire qui me vient. J'ai eu Xavier de La Pioche, qui est une épicerie sociale basée à Aubourdin et qui aurait bien été être là, d'ailleurs, qui aurait bien aimé être là, mais il s'excuse de son absence. Attendez, je vais mettre... voilà. Et donc, en fait, il m'expliquait, voilà, La Pioche, au départ, c'est une épicerie solidaire qui travaille sur la ramasse, etc. Bon, avec aussi toute une dimension participative des bénéficiaires. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont aujourd'hui entreprises à but d'emploi. Et donc, il m'expliquait un petit peu comment s'organiser, notamment... Donc, c'est sur un autre... Enfin, c'est un sujet qui est lié, en fait, hein, c'est sur la question de l'emploi, mais... ils se sont engagés au niveau de l'OS, qui est territoire zéro chômeur. Et donc, quand il m'a expliqué un petit peu l'organisation d'ensemble, je trouve que ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur la question du système. C'est-à-dire que là, on a autour de la table, on a une collectivité, on a des entreprises privées, on a des associations, on a tout un réseau de personnes qui travaillent sur... qui ont chacun un bout de la réponse, mais voilà, et ils travaillent à faire en sorte que l'argent aujourd'hui qui est déployé sur les aides sociales, c'est-à-dire l'argent qu'on dépense pour qu'il y ait une personne qui puisse avoir un RSA, en fait, ça représente plus que le RSA, puisque on paye des gens pour gérer les dossiers, etc. Donc derrière, il y a un budget par bénéficiaire du RSA, et c'est de mettre ça pour payer une personne et que cette personne puisse avoir en fait la liberté de proposer l'emploi comme elle le souhaite en fonction de ses capacités, de ses appétences, etc. Et tout le monde est dans la boucle et on travaille sur un projet d'utilité sociale. Et en fait, je trouvais que c'était assez fabuleux. Je trouve que ça rejoint un peu cette idée de la sécurité sociale alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a de l'argent qui est dépensé dans un système plutôt basé sur le contrôle, où on va donner à des personnes un minimum vital qui est même pour la survie, parce qu'on ne vit pas avec un RSA en fait. Et finalement, on déplace le problème, on fait un pas de côté et on se dit bah ouais, mais en fait l'argent qu'on dépense là-dessus, il pourrait servir à ce que des personnes s'épanouissent, puissent gagner leur autonomie et être force de proposition et redevenir des citoyens à part entière, et qu'en plus ça profite à l'ensemble de la société, puisque finalement on développe des services qui vont être mobilisables par l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et voilà. Donc du coup, je trouve que ça rejoint cette idée que on fait système, qu'on transforme un peu, on change de regard sur la question,
on arrête de stigmatiser les gens et en plus on met tout le monde sur la table puisque les entreprises sont partie prenante, étant donné qu'elles vont elles-mêmes solliciter les services, elles vont aussi embaucher les personnes. Enfin, il y a tout un système qui se met en place et qui a l'air assez... Enfin, je trouve que c'est un début de réponse. C'est un modèle, en tout cas, qui pourrait être intéressant pour démarrer sur des petites échelles, puisqu'avant qu'on puisse arriver à une globalisation de la sécurité sociale alimentaire, peut-être est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires qu'on pourrait penser? Et je trouve que c'est peut-être intéressant à observer. Voilà. Oui, merci Stéphanie. Est-ce que d'autres pourraient donc parler de ce qui existe déjà sur le terrain, peut-être la politique alimentaire, notamment Mélanie? Oui. Alors, c'est un petit peu difficile de rebondir sur ce qui a été dit, je trouve, par rapport à la politique agricole, mais je vais peut-être l'expliquer en 2 mots. Donc, la politique agricole, elle est assez récente à la CUD, hein. C'est un territoire industriel, portuaire, et la question de l'activité agricole, elle est arrivée assez tardivement. Donc forcément, la politique tient compte de plein d'enjeux socio-économiques, développer l'emploi local, tient compte des enjeux de santé, environnement, etc., de la demande de plus en plus forte des citoyens d'avoir plus de liens avec ce qui est produit et de mieux comprendre et de mieux connaître la production locale. Et du coup, nous, on travaille aujourd'hui sur 4 grands axes de travail qui sont d'accompagner le développement de pratiques agricoles durables. Donc vraiment, on est sur le volet production, l'accompagnement des agriculteurs à la conversion au bio, par exemple, l'accompagnement des agriculteurs pour l'installation et la mise à dispo de terrains pour tester le bio, notamment. On travaille sur le développement des circuits courts et de proximité, toujours dans l'idée de développer et créer de l'emploi local. On travaille sur le lien entre les agriculteurs et citoyens, donc essayer de favoriser des temps d'échange entre les habitants et les agriculteurs. Et donc en lien avec de nombreuses associations locales sur encourager les pratiques alimentaires favorables à la santé. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un axe très fort sur la production et on travaille également sur la restauration collective, et c'est sur ce point-là qu'on a entamé un dialogue territorial avec les acteurs aujourd'hui, et on a mis autour de la table les communes, les collectivités, les producteurs. On travaille avec les artisans commerçants là-dessus pour arriver à un approvisionnement bio et local de la restauration collective. Voilà, l'idée, ça serait d'aller plus loin dans ce dialogue territorial pour arriver à un projet alimentaire territorial. Merci Mélanie. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'elle est toute jeune, cette politique, puisque ça date d'1 an, si je ne me trompe pas, à peu près. Oui, c'est 2 ans, c'est ça, oui. Voilà. C'est assez récent. Donc, elle est encore en phase d'évolution et c'est justement l'intérêt aussi d'un atelier comme ce soir pour voir quels sont les leviers qu'on pourrait éventuellement utiliser dans le cadre de cette politique. Oui, et du coup, je vais peut-être rebondir sur le groupe alimentation durable avec qui on construit aussi beaucoup. Donc, je ne sais pas si Réjeanne est encore là ou peut-être Alizé peut en parler. Mais du coup, on a un groupe informel sur notre territoire où on réunit les associations volontaires qui veulent travailler ensemble plutôt sur la sensibilisation des habitants, montrer ce qui peut être fait dans le domaine agricole, alimentation. Donc, je ne sais pas si Alizé est là. Alizé ?
Alizée? Ah, bah, je ne le... Elle devrait être là. Elle m'avait dit qu'elle y serait. Bon, sinon, on peut... Non, je la vois pas. Donc, on va peut-être passer à la question suivante, ou bien? Il y a Julien qui fait Julien, partie oui, du qui veut groupe. intervenir. Julien, tu peux intervenir? Ah bah, Alizée est en train de se reconnecter. Julien? J'y vais? Vous êtes en Alizée ou... Alizée, est-ce que tu es là? Oui, désolée, je suis de retour. J'ai eu un petit souci de connexion. Oui, pour présenter rapidement le groupe Alimentation Durable, donc qui est co-animé également avec le CPIE, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine d'acteurs finalement du territoire pour travailler ensemble sur la valorisation des actions qui sont portées par chacun. Et c'est comment du coup, tous ensemble, on peut justement mettre en valeur les actions du territoire et on peut mettre en place du coup une sensibilisation plus forte tous ensemble auprès de la population. Merci. Julien? Julien? Ouais. Ah, t'es là. Ouais, du coup, il y a peut-être une conclusion sur ton intervention précédente. Je voulais appuyer sur le fait justement qu'il ne fallait pas être dans une relation surplombante par rapport aux pratiques alimentaires des gens et de les juger. C'est juste parce que j'ai l'impression que Dominique a interprété à l'envers là-dessus, mais peut-être que je me trompe. Effectivement, moi je peux se poser la question de l'accès à l'alimentation durable. Moi, en tant que travailleur de quartier dans une ville où il y a 30% de taux de pauvreté, dans les quartiers populaires, un des modes d'accès qu'on a trouvé pour l'accès à l'alimentation, alors je ne sais pas si elle est durable ou pas, mais c'est par exemple l'autoproduction. Et je peux, comment dire, témoigner qu'effectivement les mères de famille et aussi les pères de famille se lèvent pas tous les matins effectivement pour se dire qui cherchent des voies pour trouver une alimentation qui soit saine aussi pour leurs enfants en fonction de leurs critères, et que les préoccupations sanitaires aussi des gens, elles sont présentes dans les quartiers populaires, en tout cas grandes par rapport à l'alimentation et les questions qui se posent, notamment en termes de pollution et ainsi de suite. Après, moi, j'avais une question par rapport... Je trouve que la question de la sécurité sociale alimentaire et de la sécurité sociale en général, c'est une question démocratique et de participation, parce qu'au départ, c'était les travailleurs qui géraient les caisses de sécurité sociale, ou en tout cas qui les co-géraient. Et c'est une question démocratique parce qu'on se réapproprie aussi l'économie par les caisses de sécurité sociale. Et sur l'alimentation, du coup, moi, j'ai une question... sur la mise en place concrète, c'est-à-dire comment serait financée la caisse de sécurité sociale de l'alimentation? Est-ce que c'est des cotisations comme pour les autres caisses de sécurité sociale? Et comment du coup la question aussi de la réappropriation démocratique se pose, par exemple par rapport à la façon dont on flèche la dotation, enfin comment dire, la dotation qui est donnée aux gens pour accéder à l'alimentation, comment elle est fléchée, comment les conditionnalités sont mises en place, qui décide, est-ce que ça se fait au niveau local? Et du coup, au niveau local, voilà, comment on peut mettre en place des expérimentations liées à ça, sur quoi ça repose, et sur une cotisation des travailleurs, enfin voilà, c'est ces questions-là. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas axé trop mon propos sur la sécurité sociale de l'alimentation, mais la sécurité sociale de l'alimentation, ça repose sur deux dimensions démocratiques extrêmement importantes, la démocratie économique, dont je vais parler un petit peu, et puis la démocratie sociale que j'ai plus développée à travers la question du droit déjà. Et ensuite de bien comprendre aussi qu'on est sur ces approches systémiques. Alors effectivement, cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus l'expérimenter
à une échelle locale, hein, puisque le financement de cette sécurité sociale de l'alimentation, comme tu l'as dit, hein, est basé sur de la cotisation sociale et non sur de l'impôt, hein, des cotisations sociales. Et c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont en cours, puisque les cotisations sociales concernant la sécurité sociale de la santé, donc le régime général de la santé, il est basé sur les salaires, et qu'on est aujourd'hui dans un monde dans lequel la situation de salarié n'est pas forcément la réponse de plein de gens. On a aussi beaucoup de travailleurs indépendants, beaucoup de statuts différents. Donc la question qui se pose derrière, c'est plus d'adosser la cotisation sociale qui pour rappel, est une forme monétaire socialisée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été produit par nous tous, et plutôt que de le mettre chacun d'entre nous dans notre poche, finalement, on le met ensemble dans un pot commun, et c'est ce pot commun qui nous permet de financer la sécurité sociale telle que c'est aujourd'hui. Donc là, on ferait la même chose avec l'alimentation, avec une cotisation sociale qui serait plutôt adossée, bon, ça reste à discuter, sur la plus-value que les seuls salaires, hein, puisque par exemple les producteurs, les paysans sont des travailleurs indépendants, c'est pas des salariés. Bon, voilà, donc il y a une réflexion à affiner de ce côté-là. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est le système de caisse tel que ça existait jusqu'en 67. Hein. Tu as raison de préciser qu'il y a eu un gros changement dans la gestion démocratique de la sécurité sociale. Donc on propose, nous, un fonctionnement adossé à la période antérieure à 1967. Et cette histoire de caisse, en termes démocratiques, elle est extrêmement importante. Alors, il y a une partie des gens de ce réseau sécurité sociale qui proposent de le faire aux échelles administratives telles qu'elles existent aujourd'hui. Nous, à partir de notre expérience et du gros travail de recherche-action qu'on a fait sur tout le territoire, on pense que c'est plus intéressant de se baser sur la notion de bassin de vie, c'est-à-dire se baser sur les espaces où les gens habitent et que les caisses se mettent en place à ce niveau-là. Alors, dans les caisses, l'enjeu qu'il va y avoir, donc qui est extrêmement important, c'est la question du conventionnement des acteurs. Comme pour la sécurité sociale, pour que les différents acteurs du système alimentaire puissent vivre, et décemment, ils vont être énumérés à partir de ces caisses de sécurité sociale. Voilà. Donc c'est le même principe, hein. Je veux dire, on calque, hein. On n'est pas sur quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment on pourrait travailler ça? Parce qu'à la limite, ce qui serait intéressant, c'est de faire des tentatives, des expériences démocratiques de caisse, à la limite. On pourrait imaginer, il y a une assoce qui vient de nous proposer de travailler avec eux là-dessus. Donc eux, ce qu'ils proposaient, c'était de faire une caisse à l'échelle de leur village, avec les gens avec lesquels ils travaillent depuis 10 ans, hein, sur leur projet associatif. Donc on est plutôt avec des gens éclairés qui savent ce que c'est qu'un système alimentaire, etc. Et donc, d'avoir ce travail avec eux de qu'est-ce que ça serait le conventionnement des acteurs du territoire pour rentrer dans cette caisse. Voilà. Donc, nous, on leur a proposé de faire, à côté de cette caisse-là, de faire une caisse miroir où on y mettrait des gens tirés au sort. Voilà, ça nous permettrait de voir un peu comment des pratiques démocratiques différentes, c'est-à-dire d'une part avec des gens dans une certaine mesure qui sont sur le modèle de la représentation, hein, qui est le modèle fondamental dans notre démocratie, et des gens tirés au sort, comment ils travaillent sur ces questions de conventionnement. Bon, on est bien d'accord, hein, c'est des échelles d'expérience, c'est à des échelles micro, c'est certes, mais c'est aussi une façon de voir comment on met au travail les résultats, entre guillemets, des mouvements sociaux qu'il y a pu y avoir depuis 2 ans, en particulier, je pense aux Gilets jaunes, et des expérimentations et des propositions qui ont été faites sur des formes démocratiques un peu différentes. Voilà, donc moi je suis en train de vous parler de la micro-chose, hein, on est bien d'accord. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui permet d'avancer. On pourrait imaginer que les gens qui travaillent avec vous à Grande-Synthe dans la question de l'autoproduction, vous fassiez un modèle de caisse de sécurité sociale pour voir comment ça se réfléchit à l'aune d'un collectif comme ça, et
et puis chercher à faire la même chose sur d'autres territoires du Dunkerquois et de voir comment ça avance. Voilà, et on pourrait imaginer en bout de course que la CUD finalement décide de monter un conseil alimentaire territorial sur ce modèle de caisse de sécurité sociale à partir de ces différents projets et instances travaillés sur les différents territoires. Voilà, par exemple, je vous donne une piste. Excusez-moi, il y a Aurélien de Greenpeace qui a fait une proposition. Il partage un document notamment sur un travail qui serait fait au niveau du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes sur justement une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que... Aurélien, vous voulez prendre la parole? Oui, merci. Vous m'entendez là? Oui, pardon. Oui, oui. Okay. Désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc c'est Laure qui m'a repartagé le lien. C'était juste pour information, mais je m'inscris totalement et je salue aussi tout ce que Dominique vient de dire sur les expérimentations de caisses et notamment celles qui vont expérimenter d'autres formes aussi de démocratie. Mais comme on parlait des pistes et des leviers pour faire advenir ce principe de sécurité sociale de l'alimentation, voilà, je disais que l'un d'entre eux, c'était aussi un peu plus classique, mais d'influencer différents types de collectivités territoriales à différentes échelles. Et là, c'est vrai qu'il y avait une proposition d'amendement budgétaire faite fin décembre à la Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes pour proposer de mettre en place un système de sécurité sociale de l'alimentation. Bon, l'amendement a été retoqué, mais je voulais partager au moins, voilà, vous voyez, je crois qu'il proposait un amendement budgétaire de 300 000 euros pour mettre en place ce système-là. Là, c'est pas passé, mais je me dis que peut-être dans d'autres contextes politiques, ça peut passer. Et c'est aussi un des leviers. Et sinon, après, j'avais une question de clarification aussi pour Dominique, si c'est possible. C'était quand elle disait justement de s'affranchir des structures administratives existantes et des découpages administratifs existants et qu'elle parlait plutôt de se situer au niveau des bassins de vie. Est-ce que bassin de vie, moi, c'est quelque chose qui signifie quelque chose ou enfin comment elle le préciserait, comment elle le décrirait? Est-ce qu'il y a une échelle de kilomètres? Est-ce qu'il y a une échelle de, je sais pas, de culture? Est-ce que par exemple les communautés d'agglos, c'est ça ce qu'elle appelle bassin de vie? Voilà ma question. Merci. Non, mais je pense que des pistes comme celles qu'Aurélien propose, là, elles sont super intéressantes. Moi, je pense que toutes les instances dans lesquelles on peut commencer à faire avancer ce projet, c'est intéressant, quoi. Donc, il faut pas s'en priver, quoi. La notion de bassin de vie, je pense qu'elle a besoin d'être discutée collectivement, parce que pour moi, ça fait sens à partir de ce travail très précis autour des initiatives depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est-à-dire que moi, je me rends bien compte que des initiatives traitées dans un contexte où les gens habitent, vivent, font leurs courses, etc., les enfants vont à l'école, ces initiatives, elles sont généralement beaucoup plus enracinées quand on essaie de les mettre dans un cadre administratif. Voilà, c'était plutôt ça mon propos. Donc, j'ai pas de réponse, des réponses de format toutes faites. Je pense que ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles il faudrait avancer. Dans un échange avec, je pense que c'est avec toi, Christine, on s'était posé la question de savoir si ça pouvait pas correspondre aussi à la façon dont travaillait un certain nombre de gens sur les bassins liés à l'eau. Donc, voilà, un bassin d'eau qui approvisionne une population. Est-ce que c'est pas plutôt ça notre référence dans une certaine mesure? Il faut peut-être qu'on trouve quelque chose qu'on cadre parce que sinon on aura du mal à avancer, mais peut-être que la référence est plus celle-là, c'est-à-dire de s'adosser finalement à quelque chose qui a à voir avec les besoins de vie quotidienne comme l'eau, que de se baser sur un découpage administratif. Voilà, mais ça fait partie des choses que moi je propose à la discussion, hein. Je n'ai pas une position très, très arrêtée là-dessus. Si ce n'est celle que je sais par expérience de recherche,
qui est que le découpage administratif n'est pas forcément le bon. Voilà. Merci Dominique. Alors, est-ce que il y a d'autres propositions concrètes qui souhaitent être mises sur la table? On a parlé tout à l'heure, Julien a insisté sur l'importance d'impliquer aussi les premiers concernés par la précarité dans cette réflexion. Et on pourrait peut-être aussi se poser comment y parvenir. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas si simple. Ouais, moi, je voudrais également amener un petit élément par rapport à ça, parce que le confinement a fait bouger pas mal de choses, hein. C'est-à-dire que l'alimentation, finalement, qui était plutôt considérée comme un moyen, en particulier par les travailleurs sociaux, hein, qui considèrent souvent l'alimentation comme un moyen d'accompagnement social et pas du tout comme un objectif en soi. Je veux dire, le confinement a bousculé quand même pas mal de représentations et on a vu, hein, sur un certain nombre de quartiers, finalement, l'alimentation réappropriée, en particulier par des groupes d'intervenants beaucoup plus politisés et qui se sont emparés de l'alimentation comme objet politique. Bon, vous voyez bien aussi que toute la discussion qu'on a sur le droit à l'alimentation, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est vraiment ça, hein, c'est la façon dont ça repolitise l'alimentation, hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas simplement du côté des réseaux militants classiques qu'on avait l'habitude de voir, style AMAP, circuit court, etc. Et on commence à voir des groupes qui revendiquent des pratiques alimentaires, c'est-à-dire l'alimentation comme objet politique, à travers des actions comme par exemple les cantines, les cuisines, ou même pour un certain nombre, enfin même de plus en plus d'ailleurs, des formes de groupement d'achat. Alors on n'est pas forcément sur une alimentation qui soit bio ou qui soit locale, hein, puisque derrière ça il y a des questions de revenus, mais en tout cas il y a un phénomène de réappropriation de la question qui est vraiment intéressante à regarder et à suivre. Et les gens qui portent ça, c'est les gens qui sont souvent concernés par l'aide alimentaire en particulier, hein. Après, moi je pense qu'il faut faire attention dans cette histoire autour de la précarité alimentaire. Et j'avais dans mon propos tout à l'heure, Julien, c'était très clair, hein, j'avais bien compris ce que tu disais. Si j'appelle l'attention sur la position de surplomb, c'est aussi parce qu'on est dans un changement d'intervention sur la question de la précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'on a une génération qui est moins présente, qu'on va retrouver beaucoup dans le travail bénévole classique de distribution de l'aide alimentaire, mais on voit arriver une génération beaucoup plus jeune, en particulier de femmes, qui interviennent sur ces questions-là et qui prennent l'alimentation comme objet d'intervention. On va les retrouver dans des assos qui vont apprendre à faire la cuisine, qui vont apprendre la nutrition, qui vont apprendre tout un tas de choses de cet ordre-là. Et dans ces formes d'intervention un peu différentes qu'on peut voir aujourd'hui, la question du rapport de classe est là très présente et on est souvent sur des positions de surplomb. Bon, donc c'est pour ça que cette question, quand on se la pose, c'est comment on fait participer les gens. À chaque fois, c'est quand même important de se dire à quoi ça nous sert de nous poser cette question-là. Nous, on a vu, par exemple, sur certains quartiers sur lesquels on travaille, les gens nous dire non, mais attendez, on n'a pas besoin de vous pour savoir ce qu'on a envie de faire, quoi, hein. Bon, donc ça, je veux dire, c'est quand même des choses à entendre et à comprendre. Moi, je pense qu'il vaut peut-être mieux de partir de ce que vous faites déjà et de continuer à associer et travailler avec les gens avec lesquels vous êtes, plutôt que de se poser ces questions-là. Les choses vont bouger si les politiques publiques s'orientent vraiment sur cette idée d'accès universel et en faisant en sorte pour l'instant de compenser la question du revenu et des prix
par exemple par l'accès à la cantine dans des conditions correctes, par le fait d'ouvrir la possibilité de faire des jardins pour ceux qui ont envie de le faire, à condition là aussi d'être bien au clair sur le discours très moral qu'on entend de plus en plus, là, qui sous-entend que parce qu'on est pauvre, c'est normal finalement d'aller faire du jardin. Bon, voilà, c'est de se dire que pour l'instant, la seule possibilité qu'on a, c'est comment les politiques publiques vont permettre de compenser l'accès universel. Il n'y a pas d'autre piste, très clairement, dans nos moyens, il n'y a pas d'autre piste. Donc, ça veut dire être en capacité d'utiliser, d'une part, je le disais, les outils de politique publique, mais par exemple, nous, on a travaillé dans un programme qui s'appelait Unitaire, et ce programme consistait à soutenir de l'installation, de la reconversion de maraîchers bio dans un objectif de production pour les épiceries sociales. Alors, je veux dire, on ne fait pas changer le système, on reste sur l'idée qu'une partie des gens vont à l'aide alimentaire dans les épiceries sociales. Mais du coup, en faisant ça, on intervient un petit peu différemment et on utilise les subventions de l'aide alimentaire pour soutenir de la production locale et essayer de stabiliser des projets de relocalisation. Bon, voilà, ça c'est un truc assez simple, assez classique. Mais ce que font les jardins de cocagne aussi, par exemple, dans la mise en place des paniers solidaires, ces paniers solidaires, ils n'arriveraient pas à les mettre en place s'ils n'étaient pas soutenus par l'acteur public, c'est clair. Donc c'est ce genre de choses qui est important, mais en même temps, il faut quand même pas perdre de vue qu'on est dans un pays qui a un fonctionnement centralisé et segmenté sur la question. Que si ce dossier est traité par la Direction générale de la cohésion sociale au ministère de la Santé, eh bien, on va le traiter par le biais de la précarité. Après, à les échelles locales, personne ne vous oblige à traiter la question uniquement parce qu'après là. Vous pouvez rentrer dans ces projets puisque c'est là qu'il y a de la subvention publique, mais vous pouvez aussi avoir des projets qui soient sur ces approches plus systémiques. Bon, je parlais de peut-être l'expérimentation sur l'histoire des caisses de sécurité sociale à des échelles locales, mais bon, ça peut être plein d'autres choses. Oui, merci Dominique. Juste, l'heure tourne, on va bientôt arriver. Je pense qu'on peut se donner encore une dizaine de minutes pour ces échanges. Donc, ceux qui souhaitent faire une intervention, n'hésitez pas. Stéphanie, tu voulais prendre la parole ? Non, c'était juste pour relayer que Alizée, donc tout à l'heure, voulait compléter la question que tu avais posée, Christine. Et elle mettait, donc pour te compléter, comment parvenir à surmonter la stigmatisation parfois mise en place aujourd'hui. Et pour compléter l'idée, comment valoriser également cette participation souvent bénévole. Ouais. Ça, c'est une question super importante. Et je pense qu'il y a une question qu'on pourrait poser aux acteurs de l'aide alimentaire aujourd'hui. Et à mon avis, il faut leur poser. Dans cette perspective de sécurité sociale de l'alimentation et de droit à l'alimentation, il faut leur demander comment ils pourraient imaginer le changement de rôle. C'est-à-dire comment ils pourraient accompagner cette transition alimentaire et donc commencer à lâcher cette partie qui consiste à faire de la distribution pour des gens, quelle que soit leur situation de précarité. Comment ils pourraient accompagner cette transformation? Moi, je pense qu'il y a un vrai travail avec eux de ce côté-là et je suis absolument convaincue que ce changement de rôle pourrait être intéressant. Alors, il va pas, bon, c'est pas forcément avec les Restos du Cœur qu'il faut discuter de ça, mais je pense à pas mal d'épiceries sociales ou de dispositifs qui sont plus proches de la compréhension de l'accès. Je pense qu'ils pourraient jouer un sacré rôle là-dedans. Stéphanie, tu peux prendre de nouveau la parole ? Oui, juste pour ajouter, c'est vrai que c'est une vraie difficulté, en fait, ce changement de rôle. Parce que, c'est vrai que des bénévoles qui sont inscrits dans une association depuis des années ont beaucoup de mal à imaginer faire autrement. Et nous, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu là-dessus qu'on milite et sur lequel on sent bien qu'on marche sur des œufs parce que les transformations vont être lentes.
Rien que l'existence et la création de la Belle Épicerie, on sent que ça a remué pas mal de structures et de bénévoles, ça a soulevé un peu des polémiques. Effectivement, comme tu dis, la question de la posture et du rôle des bénévoles, c'est un truc vraiment, ça fait partie du travail de fond à mener, quoi. Juste pour ceux qui connaissent pas la Belle Épicerie, si tu peux juste dire un mot. Ok, en fait, la Belle Épicerie, c'est une épicerie coopérative et solidaire, c'est-à-dire qu'on travaille avec des producteurs locaux en grande majorité, mais pas que. Et l'idée, c'est de travailler au maximum en circuit court et on pratique des prix modulés en fonction des revenus. C'est-à-dire qu'une personne qui va payer le prix affiché va contribuer en fait à une solidarité avec une famille qui aujourd'hui peut pas forcément choisir son alimentation. Et en fait, au-delà d'une épicerie, la Belle Épicerie, en fait, c'est un lieu de vie où on propose, où toute personne est invitée à s'emparer du lieu pour faire des propositions qui vont être au bénéfice de l'ensemble des adhérents et des visiteurs. Donc, c'est comme ça que c'est créé, notamment les Ripper Café avec le concours grâce à la Maison de l'Environnement, notamment. Et d'autres projets qui sont en train de voir le jour, une cuisine mobile, des espaces de travail collectif autour de la cuisine, autour de la rénovation de meubles, etc. Merci. Alors moi, je voyais deux choses peut-être à aborder pour terminer nos échanges. D'une part, la question de peut-être exprimer un peu ceux qui ont vécu l'expérience pendant la crise sanitaire, le confinement, quelle a été comment la fragilité du système d'aide alimentaire a été vraiment exacerbée pendant le Covid. Et la deuxième, c'est de savoir si certains d'entre vous ont des souhaits ou des propositions à faire pour essayer d'avancer sur des expériences concrètes sur le territoire, notamment dans le cadre de la politique alimentaire. Est-ce qu'il y a des attentes vis-à-vis des collectivités, Voilà. Quelqu'un peut parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant le... Alors, je vois qu'il y a Anne-Marie qui demande la parole. Anne-Marie? Donc, moi, je voulais juste intervenir. Alors, par rapport à la Covid, justement, moi, je fais partie d'un réseau de centres permanents d'initiative pour l'environnement. Et j'ai donc des collègues de Bretagne qui n'ont pas été passifs, bien au contraire, sur leur territoire, ils sont interrogés justement à la fois les producteurs et à la fois les consommateurs. Et ils ont envoyé un questionnaire de ce qu'ils souhaitaient à propos, à partir de cette crise, comment ils la ressentaient et ce qu'ils souhaitaient comment ils allaient s'approvisionner à propos de l'alimentation. Et donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui... ce que dit Dominique aujourd'hui, pour moi, ça m'interpelle parce qu'effectivement, je pense que tous les dispositifs que nous pourrions mettre en place sur notre territoire ne peuvent pas être mis en place que si on ne demande pas la position des acteurs, enfin du moins pas les acteurs, les consommateurs, et de voir de quelle manière ils peuvent aussi, eux, s'approprier de comment ils veulent se nourrir et avec qui. Donc, moi, ça m'interpelle beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Dominique. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de différences entre les personnes aujourd'hui pour se nourrir, puisque on peut avoir beaucoup d'argent et très mal se nourrir, et avoir peu d'argent et très bien se nourrir. Donc, ça me questionne beaucoup sur mon travail aujourd'hui avec les habitants au niveau des jardins. Merci. Voilà. Merci Anne-Marie.
Si je peux me permettre juste de rebondir vite fait, merci beaucoup Anne-Marie de cette remarque, parce que dans le travail qu'on a fait sur le droit à l'alimentation, justement, c'est ça qu'on a pris en compte. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le fait qu'on ne mange pas tous pareil. On a tous besoin de manger, et on ne mange pas tous pareil. Donc, on ne peut pas avoir une réponse uniforme sur la question des choix alimentaires. Et la question de la liberté est assez centrale. Voilà. Je voulais juste insister sur cet aspect. D'autres personnes souhaitent prendre la parole? Sur des propositions éventuelles pour le territoire ou des besoins ressentis? Aurélien Oui, alors, moi, ce sera pas, c'est des pistes, en fait, suite à des discussions que j'ai eues dans d'autres cadres que celui de Greenpeace, mais il me semble, et vous l'avez un peu évoqué, c'est le fait d'essayer notamment de convaincre une collectivité locale, notamment autour de la question de la restauration collective, c'est-à-dire de remonter un peu la chaîne de la restauration collective, d'essayer que la mairie, par exemple, préempte ou achète un terrain, qu'il y ait un appel pour qu'une personne, un agriculteur ou un paysan exploite ce terrain-là et qu'ils viennent servir les repas, et enfin que sa production serve les repas de la restauration collective. Je sais que ça existe déjà à certains endroits, quoi, et que cet agriculteur soit aussi un peu comme une AMAP plus, quoi, soit salarié en fait. Et après, il peut y avoir du coup des questions liées à qu'est-ce qu'il va produire, comment, et là on peut recréer ces espèces de un peu sur des expérimentations bêta, on va dire, des caisses de conventionnement, quoi, pour décider de quelle va être la production, comment ça s'est passé aussi avec les personnes qui ont consommé la production, donc les enfants dans les cantines. Voilà, je me rends compte que c'est un peu décousu, hein, mais c'est pour dire que c'est peut-être une piste. S'il y en a d'autres qui connaissent un peu mieux que moi des expérimentations là-dessus, ou si c'est pas clair, dites-moi, j'essaierai de réexpliquer de manière synthétique. Merci. Il y a des initiatives qui sont prises sur le territoire communautaire, hein, de fermes urbaines et en vue justement notamment de l'alimentation de la restauration scolaire. Voilà. Peut-être qu'on arrive à la fin de notre atelier. Stéphanie, tu voulais peut-être prendre la parole? Non, c'est vrai que en fait, je me disais que sur le territoire, on a quand même des. Ah, il y a Julien qui veut aussi intervenir. Non, rapidement, il y a un vrai boulot de concertation sur le territoire, de dialogue en fait entre les élus, les acteurs de terrain. Et ça, c'est vrai que bon, malheureusement, la dimension du consommateur sur les plans de transition agricole, c'est plutôt pour dans quelques années. C'était pas prévu tout de suite, mais c'est vrai que ce serait vraiment intéressant qu'on puisse constituer des groupes de travail localement pour réfléchir à des options. Voilà, pour avancer sur cette question de la démocratie. Ok, merci. Julien, avant peut-être de repasser la parole à Dominique pour conclure cet atelier. Ouais, juste rapidement, parce que je suis dans le train, là, ça risque de couper, j'espère que ça sera audible. Moi, je voulais juste renchérir sur la nécessité d'investir. Dans les quartiers populaires, les gens ont besoin de coups de main aussi. C'est vrai qu'ils ont les solutions en eux. Ils n'ont pas de leçons à recevoir, ni sur l'alimentation, ni sur la façon d'y accéder. Mais par contre, il y a besoin de coups de main et d'ouverture sur l'extérieur parce que les gens sont seuls, sont stigmatisés. La repolitisation, par exemple, c'est sur les sujets alimentaires, mais c'est aussi sur d'autres sujets. Il y a des sujets qui sont portés dans les quartiers populaires
sur les violences policières, tout ça. Et nous, par exemple, à l'Université populaire, on les porte aussi parce que c'est une demande notamment par exemple des jeunes, et que tous ces sujets-là, il faut les aborder sans les juger. Mais par contre, il y a besoin d'une rencontre dans la dignité. Il y a besoin de gens aussi qui viennent aider dans les quartiers populaires, des gens issus d'autres catégories sociales, classe moyenne et ainsi de suite. Par contre, c'est vrai, il faut vraiment se questionner pour que cette rencontre se fasse dans l'égalité et sans donner de leçons, sans rapport sur plomb blanc. Voilà, donc je voulais insister là-dessus. Et je voulais dire aussi que je suis très preneur effectivement, de rencontres collectives sur ces sujets-là pour qu'on essaye de dessiner à l'échelle de l'agglo, d'avancer là-dessus. Et peut-être aussi réfléchir sur des déclinaisons, donc effectivement, de sécurité sociale alimentaire. Ou d'expérimentation autour de ça, qu'on puisse réfléchir à ça et dans leur dimension démocratique, donc en fait conventionnement, tout ça, ainsi de suite. Ça me semble très 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 porteur pour tout le monde, pour qu'on se réapproprie aussi une partie de l'économie en tant que sujet politique, nous et puis les citoyens le plus largement possible. Voilà. Merci Julien. Alors je vois que je ne sais pas si Anne-Marie et Aurélien ont laissé leurs mains ou s'ils souhaitent intervenir. Si c'est ça, je vous demanderai de le faire assez rapidement et puis je passerai aussi à Stéphanie. Non, c'est bon, j'ai baissé la main. Ok. Moi, je voulais baisser la main, mais je ne sais pas faire. Alors, alors Stéphanie, tu voulais prendre la parole? Oui, rapidement. L'importance aussi pour nous, acteurs de terrain, c'est d'ouvrir des espaces pour faire émerger la parole des citoyens, en fait. Comme dit Julien, sans stigmatisation. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai travail de faire en sorte que les personnes soient en confiance et puissent s'exprimer librement sans se sentir effectivement jugés. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on doit mener aussi, nous, acteurs de terrain, c'est de favoriser le dialogue et l'émergence de la parole à tout prix. Ok. Merci. Dominique, peut-être pour conclure. Ok, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Moi, ce que j'entends, c'est que ça ne manque pas d'imagination, de créativité. Et je pense que ça serait super intéressant peut-être de réfléchir à aller vers cette idée disons, d'un comité à l'échelle de la communauté de communes, d'un comité local de l'alimentation sur le modèle des caisses de sécurité sociale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de lieux où ça pourrait s'expérimenter pour arriver à aller à ça. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi que les différents acteurs politiques sont prêts à tenter l'aventure. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Dominique. C'est vraiment, on a eu le grand plaisir de pouvoir échanger avec toi non seulement sur plusieurs jours sur le territoire, mais de pouvoir prolonger cette expérience par cet atelier. J'espère que c'est un début de réflexion qui sera nourrie et qui sera développée au fil justement de la mise en œuvre des politiques alimentaires et agricoles. Et donc, je remercie tous ceux qui ont participé à ces échanges, à cet atelier. Je pense qu'il y a eu des contributions extrêmement riches et on voit très bien que ça aurait pu, on aurait pu encore échanger pas mal sur le sujet, mais je crois qu'on aura d'autres occasions. Alors, comme vous avez pu le voir dans le chat au début, cet atelier a été enregistré et pourra donc être revisionné ensuite. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir. Merci Christine, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée.